Donc, je suis revenue. On va essayer de voir si je peux mettre ça là. Les paramètres. Voilà, si je prends ma caméra. Bonjour, alors on est de retour avec nos petites capsules. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir dans la capsule Ostéopathiquement Vôtre un ami de France, François Laurent, que je vais laisser se présenter aujourd'hui. Merci Caroline. Je suis très content que tu puisses m'interviewer parce que j'ai une grande envie de venir rejoindre le Canada de temps en temps pour vous donner mes enseignements. Donc, je suis François Laurent. J'ai 68 ans et je suis à la retraite depuis le mois de janvier. Donc, j'ai cessé mon cabinet en partie et je me suis plus fondé sur l'enseignement de l'embryocinèse. Alors justement, comment j'en suis venu à l'embryocinèse? C'est parce que en fait, je suis enseignant depuis que j'ai passé mon diplôme en 86 et cet enseignement en fait m'a amené à l'écoute de ce que je voyais de Viola Freiman que j'ai rencontré très souvent et en même temps des textes que j'ai pu lire de Sutherland et aussi de toutes mes recherches auprès de ce que était enseigné avec Margaret Sorel, etc. J'ai vraiment compris que l'embryologie avait une forme très particulière pour nous en ostéopathie. Et l'embryologie en termes de science, en tant que science, n'est pas tellement, je dirais, développée vers l'ostéopathie. Et donc, j'ai pris conscience, parce que quand j'ai terminé ma kinésithérapie, donc avant d'être ostéopathe, j'étais kinésithérapeute spécialisé en néonatologie et ma spécialité c'était donc l'accompagnement des enfants en néonatologie, mais surtout d'accompagner le traitement des pieds-bots varus-équins, ce qu'on appelle les club-foot. Et donc j'ai fait toute ma thèse de fin d'études d'ostéopathie sur le club-foot. Et je me suis rendu compte que, en fait, le club-foot, ça n'est rien d'autre qu'un pied embryonnaire qui n'est pas évolué. Et je me suis posé la question, mais comment se fait-il que ce pied n'évolue pas et est arrêté dans sa maturation à la 4e semaine et ne va pas se maturer jusqu'à la 9e semaine? Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le lien entre le crâne, le système neurologique, le bassin, les dysfonctions sacrées et crânio-sacrées et les dysfonctions embryonnaires des maquettes osseuses et des maquettes des organes au niveau de l'embryon. Et donc, je me suis passionné de cela et j'ai foncé dans l'étude de l'embryologie et au travers de mes patients, par mes mains, je me suis dit, mais comment je peux retrouver ce mouvement embryonnaire chez le patient? Et donc, si tu veux, ma première chose, c'était que j'étais dans cette envie d'enseigner tout cela à mes étudiants, puisque j'étais à cette époque-là, donc j'étais cofondateur de 2 écoles françaises, donc Eurostéo et ISO-X à Aix-en-Provence. Et en même temps, avec tout le travail que je faisais en embryologie, j'ai vraiment voulu développer ce qui était le plus important dans ma transmission, de la synthèse entre les principes de style, les principes de Sutherland qui avaient majoré tous les principes de style dans le crânio-sacré, et comment moi je découvrais autre chose au travers de mes mains. Et en fait, l'embryocinèse, c'est une invention de ma part. C'est-à-dire que dans notre école, on s'est dit,
comment est-ce qu'on peut enseigner la motilité? Mais cette motilité embryonnaire, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas traduite, nulle part on entend parler d'elle. Et là, on s'est rendu compte que ça n'était pas le MRP, que c'était encore autre chose. Et quand on réfléchit à l'embryologie, le MRP n'existe pas dans l'embryologie. Avant 3 ou 4 mois, on ne sait pas encore vraiment. Moi, je pense qu'il y a un point critique parce que quand on étudie l'embryologie, on se rend compte que tout vient du cœur et que le cœur s'est maturé au 56e jour. Il est mature complètement au 56e jour. Comme par hasard, Sutherland parle de 4 mois, l'arrivée du MRP dans l'enfant. Et donc, je pense que c'est la maturité au niveau du cœur qui permet justement cette mise en place du MRP, c'est-à-dire que le MRP devient en fait intégré dans le fœtus, alors que l'embryon portait seulement son tremplin, portait son organogenèse pour que les organes, pour que l'ensemble du corps de l'embryon puisse laisser vivre en lui le MRP. Donc voilà quel a été le fondement de mon histoire. Et dans notre collège, on voulait absolument enseigner la motilité embryonnaire et non pas que la motilité du MRP. Et donc, on s'est posé la question comment pouvoir faire une différence entre motilité ostéopathique MRP et motilité embryonnaire. Et donc, embryocynèse, c'est le mouvement de l'embryon. Donc, on a fait cette jonction. Et donc, j'ai proposé ce terme d'embryocynèse. Et à ma grande surprise, je suis le seul pratiquement qui perdure dans cette idée-là d'appeler cette motilité embryonnaire embryocynèse. Nulle part ailleurs, je le vois. Donc, bon, je suis en train de recommencer et terminer mon livre là-dessus, qui sortira, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais, si tu veux, l'important, c'est de prendre conscience que c'est par mon enseignement et par ma pratique de cabinet que j'ai découvert l'embryocynèse. Et suite à ça, j'ai été dans l'idée qu'il fallait faire des recherches là-dessus. Et c'est pour ça qu'avec des camarades, nous avons fondé l'Académie d'ostéopathie française, donc, dont j'ai été le premier président en 1997 jusqu'en 2001. Et donc, à ce titre, je peux me dire académicien de l'ostéopathie. Voilà. Et je suis très fier d'avoir fondé l'Académie parce que c'est un vrai moteur de recherche et en même temps une vraie fonction de l'historique et de la recherche en ostéopathie qui est quelque part très, très à l'écart en France parce que nous sommes très éloignés des hôpitaux en France. Mais bon, on ne va pas venir là-dessus, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Voilà. Alors, embryocynèse, donc je résume en 2 mots. Embryocynésie, le mouvement. Donc, mouvement de l'embryon, tremplin de l'organogénèse de l'embryon comme étant le futur mouvement MRP. Mais ce n'est absolument pas la même chose. On ne peut pas confondre ce qu'est le mouvement d'embryocynèse, qui est un mouvement très spécifique, et il faut apprendre ce mouvement. Donc, pour cela, j'ai fondé une formation qui est de 27 jours, donc 9 séminaires de 3 jours, 9 séminaires parce que l'enfant a besoin de 9 mois pour naître, 3 jours parce qu'on va voir qu'il y a 3 feuillets, qu'il y a le nombre 3 partout, pour que le 3 devienne unité, et que donc, dans ces 27 jours, nous voyons en détail toute l'organogenèse de cette embryocynèse, et la complexité va amener la simplicité. Pourquoi ? Parce que quand on a compris que cette motilité particulière ostéopathique du fait de l'embryon qui se construit lui-même, nous pouvons partir sur l'idée, comme au niveau de la biodynamique, que l'embryon s'est construit avec son esprit. Et donc, la différence entre embryocynèse et l'ostéopathie mécanique ou l'ostéopathie biodynamique, c'est une ostéopathie d'entre-deux, c'est une interface qui rejoint à la fois la mécanique des structures, le mouvement, et qui rejoint aussi la biodynamique, c'est-à-dire le mouvement de l'énergie. Et donc, l'embryocynèse est une fonction de réunion, et donc un travail pour l'ostéopathe, de réunir dans ses mains à la fois le mouvement et dans le mouvement, l'action de l'énergie et la fonction de l'énergie au travers des métabolismes.
Donc, on est sur tous les niveaux en même temps. C'est pour ça que j'ai dit l'embryocinèse, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux, mais c'est une interface qui permet de revenir au point zéro, et ce point zéro devient le fulcrum essentiel de la vie, et c'est la vie qui va exprimer sa vitalité dans le corps et qui va permettre à cet embryon de se construire lui-même parce qu'il est d'abord esprit avant que d'être matière. Et donc, je suis reparti sur la philosophie de Steele, esprit, mouvement, matière. L'esprit, c'est le tout, et cet esprit va devenir lumière, va devenir sonorité, va devenir bruit de fond, et dans cette organisation ovule-spermatozoïde qui va être construit autour d'un axe de lumière, parce qu'on le voit déjà lorsqu'on regarde l'embryologie de l'ovulation et l'embryologie du follicule de De Graaf, on voit cet axe de lumière qui se manifeste pour venir accueillir le spermatozoïde et venir le cueillir. C'est-à-dire, ce n'est pas le spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule, c'est l'ovule qui vient aspirer le spermatozoïde selon son axe de lumière. Et c'est ça qui est magnifique, de regarder, quand on distingue ça au niveau embryologie, on voit très bien comment l'ovule et son globule polaire vient aspirer le spermatozoïde à l'opposé du globule polaire, si on veut bien laisser faire l'ovule dans son intelligence. Voilà. Donc voilà pourquoi embryocinèse. Tu vois que ça va très loin. Merci, c'est super intéressant. Donc, on a vu la définition, on a vu les origines. Concrètement, dans ton bureau, je suppose que c'est plus dans ta palpation que tu vas faire une différence que dans une technique ou dans une philosophie, parce que ce que j'en comprends, c'est que de toute manière, tu es encore sur la philosophie de Steele, corps, esprit, âme. Oui. C'est juste dans ta perception. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment, dans ta perception pratico-pratique dans ton bureau, ça s'explique? Exact. Donc, si tu veux, il y a une chose qui a toujours été mon cheval de bataille en tant qu'enseignant, c'est que j'ai toujours cherché la simplicité. Je me suis dit, pour que quelque chose, donc si on écoute Einstein, qui dit la vie est simple, mais pas simpliste. Donc, il faut chercher ce qui est simple, mais pas simpliste. Et donc, je me suis dit qu'au travers de la palpation, nous pouvions découvrir quelque chose de particulier qui était la mémoire de ce mouvement de l'embryon en nous. Parce que cet embryon, nous l'avons construit. C'est lui qui s'est construit et nous l'avons en nous. Et donc, j'ai cherché comment était-il possible de retrouver ces mouvements embryonnaires par la palpation. Pour cela, il fallait aller dans 3 niveaux différents. Il fallait savoir palper la structure pour connaître la qualité de la matière. Ensuite, il fallait avoir un abord de l'énergie de cette structure, dans cette structure, et de comment cette énergie était capable de se manifester et comment nous étions capables, en tant qu'ostéopathes, de percevoir cette énergie. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'on parle beaucoup de motilité, mais on ne parle pas de motilité, d'énergie de motilité. On parle de mécanique de motilité, ou on parle de liquide de motilité, ou on parle encore de fluide de motilité. Mais où se situe l'énergie dans tout cela? Et donc, pour ma part, je fais cette organisation dans ma palpation, où je vais créer un protocole qui va me permettre de façon très simple, en globalement 3 minutes, d'avoir un diagnostic de ce dont mon patient a besoin en relation avec ce qui est sa demande du jour. Je ne parle pas de pathologie, parce que pour moi, la pathologie, le symptôme, n'est que la signification d'une désadaptation. Toutes les restrictions de mobilité structurelle sont des adaptations à ce que le patient n'a pas trouvé comme réponse en relation à l'esprit qui est en lui et que son cœur répond, enfin que son cœur emmagasine pour donner une réponse complète du métabolisme.
Le sang, c'est un liquide réofluidifiant très particulier qui n'est pas sensible à la gravité. Et ça, c'est une grande question. Pourquoi est-ce que le sang n'est pas sensible à la gravité? Eh bien, tout simplement parce qu'il transporte l'âme. Il transporte le sens de la vie. S'il était sensible à la gravité terrestre seulement, en fait, nous serions tout le temps épuisés et notre sang n'aurait plus de sens. Pour que le sang donne du sens, il faut que le sang réponde à une qualité particulière du cœur. Et là, je voudrais ajouter quelque chose qui est très particulier, c'est que la motilité du sang dépend du système artériel et ne dépend pas du cœur. La motilité du sang est induite par la motilité artérielle. Et c'est cette motilité qui permet au sang de se véhiculer dans l'ensemble des capillaires. Le cœur n'a pas la capacité de dynamiser suffisamment le sang pour que les capillaires soient correctement nourris de ce sang. Que fait donc le cœur, si ce n'est pas lui qui active le système? Le cœur, son travail, c'est d'arrêter le sang. Pourquoi a-t-on besoin d'arrêter le sang? Eh bien, pour lui donner une compression. Que se passe-t-il dans la compression? Il y a un arrêt, il y a un fulcrum, et ce fulcrum va permettre à cette organisation énergétique et embryonnaire du cœur, qui est une double spirale sur lui-même, de pouvoir manifester un état de l'être qui va s'inscrire dans le sang au niveau des globules rouges qui n'ont pas de noyau, de façon à ne pas déformer l'information. Les globules rouges s'empilent, les globules rouges permettent l'accueil de l'information et de la lumière, mais n'ont pas de noyau, de façon à ce que ça ne soit pas modifié pendant tout le parcours où les capillaires vont être activés par les systèmes artériels. C'est pour ça que le sang est très spécifique. Je reviens maintenant à ce protocole. Ce protocole, il est fonction d'abord de la ligne médiane, cette fameuse ligne de lumière qui est issue de l'embryon parce qu'elle est elle-même introduite par l'ovule au niveau de l'embryon. Cette ligne médiane, c'est l'être qui s'inscrit dans la matière. Et cette ligne médiane, elle est notre fil conducteur. En embryocynèse, tout ce que nous faisons est fonction de la ligne médiane, est fonction de cette ligne de lumière. Et donc, tout ce que nous allons chercher à faire, c'est avec nos mains permettre de réunir le côté droit et le côté gauche de façon à ce que l'ensemble du système se reconnecte à la ligne médiane sur chacune de ces vibrations, de ces fréquences qui sont très très basses dans les pieds, très très hautes dans la tête. 44 Hz au niveau des pieds, des orteils, 8880 Hz au niveau du cuir chevelu. Toutes ces fréquences sont une véritable musique à l'intérieur de notre corps physique. Et cette musique est dynamisée par chacun de nos métamères. 33 métamères, mais au départ chez l'embryon, 46. Comment se fait-il qu'il y en ait autant qui disparaissent? Eh bien d'abord parce que nous ne sommes plus des lézards, nous avons évolué, nous sommes bipèdes, et que donc toute cette dynamique des 12 somites qui disparaissent dans la queue de l'embryon, qui n'est pas une queue du reste, qui est une accumulation de matière énergétique, cette accumulation va être réintégrée dans nos membres inférieurs pour faire que nous soyons dans des solutions d'ancrage et que cet ancrage devienne une base certaine pour notre système ligne médiane qui nous vient de l'esprit, de notre être polarisé, qui est un être vraiment d'énergie. Et donc, il faut faire ce lien. En quoi est-ce que le patient qui est devant moi me montre, et d'une part, son énergie, où est-ce qu'elle se focalise, deuxième temps, son déséquilibre, donc sa désadaptation à cette ligne médiane, comment se fait-il qu'il n'est pas dans son alignement de verticalité,
Troisièmement, comment est-ce qu'il est dans sa verticalité? Est-ce qu'il est correctement ancré dans ses pieds ou est-ce qu'il est dans sa tête et qui reste là-haut et qui n'est jamais atterri? Donc, on parle d'incarnation. Et dans tout cela, comment est-ce que son métabolisme se manifeste? J'ai donc un protocole qui va être très simple. Premier temps, je l'ai mis sur mon YouTube, ce protocole démarrage de mon protocole. J'ai mis sur YouTube parce que ça me paraît important que les gens comprennent qu'avant que d'être matière, nous sommes énergie et que donc le patient que nous avons devant nous n'est pas qu'un corps physique, mais il est aussi dans tous ses plans vibratoires et que je dois pouvoir les analyser et les percevoir. Et donc, mon premier travail est de faire un test que j'ai appelé le scanner. Et ce protocole de scanner, de visualisation, me permet de comprendre comment le patient est positionné sur sa ligne médiane. Lorsque je place ma main sur la tête de mes patients, en fait, je crée un déséquilibre. Mon champ énergétique vient troubler son champ énergétique. Et donc, la première des choses que je demande dans mon protocole, c'est de chercher le neutre. Quel est l'endroit du patient qui est capable de percevoir et de recevoir ma propre énergie et qui fait que je vais créer un dipôle, on appelle ça un effet syntonique, un effet de résonance avec le patient, de façon à ce que maintenant, nous résonnions tous les deux dans la même fréquence pour pouvoir travailler ensemble pendant toute la séance. Et donc, ce neutre, il m'est donné par un métamère. Donc, je mets la main sur la tête du patient et ma main m'indique quel est le métamère qui entre en résonance avec moi. Et je vais garder dans mon intention cette qualité de neutre avec mon patient toute la séance parce que ce sera le dipôle d'équilibre pour tous mes tests. Ensuite, ma deuxième question, c'est où est-ce que se place la ressource de vitalité du patient en relation à sa ligne médiane? Est-elle du côté droit? Est-elle du côté gauche? Pourquoi? L'embryon, quand on regarde l'embryologie de base, moléculaire, on sait que l'embryon construit d'abord son côté droit pour chaque somite et construit ensuite sur ce côté droit en miroir son côté gauche. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, tout simplement parce que nous avons des champs électromagnétiques autour de nous et que ces champs électromagnétiques se dynamisent selon des spirales et que l'embryon, lorsqu'il se fabrique selon cette modalité où il va d'abord fonctionner sur sa spirale droite pour influencer la spirale gauche. Et donc, ça va s'appeler ça dans mon protocole des polarités. Il y a donc une polarité droite et une polarité gauche. Quelle est celle qui est la plus importante pour mon patient? Est-ce la droite ou est-ce la gauche? Eh bien, cette polarité qui est montrée comme étant la plus forte pour mon patient est celle qui va me permettre de travailler dans ce champ droit ou ce champ gauche. Alors, prenons l'exemple d'un champ droit. Le champ droit est plus fort que le champ gauche. Et à ce moment-là, je me rends compte que si je travaille dans le champ droit, je permets à mon patient d'économiser énormément d'énergie pendant la séance, donc il pourra aller au plus profond de lui-même en toute sécurité, parce qu'il n'aura pas peur de perdre cette énergie. Et donc, si je travaille sur le côté gauche, il va lui sentir qu'il aura besoin de plus d'énergie pour me rejoindre, donc il va mettre une résistance. Et dans les fluides de mon patient, je vais sentir cette résistance, ce désordre, ce changement de forme, ce changement de qualité de tissu. Et donc, je n'ai aucun intérêt à travailler sur le côté faible. Et donc, tout mon protocole va être de pouvoir potentialiser ce travail dans un protocole qui permet une économie d'énergie. Notre cerveau, son rôle, c'est d'économiser de l'énergie. Le cerveau, c'est une machine à économiser l'énergie. Et il doit économiser l'énergie, mais en même temps, il doit permettre de sécuriser le patient. Donc, il doit le faire le plus vite possible, avec la plus grande réponse et le moindre danger pour le patient. Ce sont les facteurs cérébraux.
Et donc, tous les tests que je vais faire, je dois les faire d'une grande rapidité pour économiser l'énergie et pour permettre à mon patient de ne pas se laisser embarquer dans des résistances. Donc, tous mes tests sont très rapides et sont très focalisés sur des zones particulières. Et tous les tests sont fonction d'une intention très précise. Donc, que faut-il pour l'ostéopathe? Il faut connaître ce protocole par cœur. C'est simple, c'est un protocole qui a 13 entrées, 13 focales à tester, de la tête aux pieds. Il y en a 4 que l'on teste en position assise et les autres, les 9 autres, on les fait en position allongée. Pourquoi? J'ai besoin de retirer la gravité de mon patient. Tout ce que je teste en dehors de la gravité permet d'avoir une meilleure résultante face à l'émotionnel du patient. L'émotionnel du patient est en dehors de la gravité. L'âme du patient s'exprime en dehors de la gravité. Et la gravité spirituelle s'exprime dans l'âme du patient en dehors de la gravité terrestre. Donc, je dois absolument aller chercher ça. Comment le tester en dehors de la gravité? Et je vais le tester des pieds à la tête en faisant un certain nombre de tests. Donc, j'ai 13 tests au total qui vont me prendre environ 3 minutes. Et au bout de ces 3 minutes, j'aurai la globalité de mon patient dans mes mains. Des pieds aux genoux. Donc, les pieds me manifestent tout ce qui se passe au niveau du système organo-viscéral de façon en relation à la verticalité. Les genoux, c'est l'ancrage du patient dans son incarnation. Ensuite, la hanche, c'est en relation avec le métabolisme et aussi les énergies du rein. Ensuite, j'ai 7 tiroirs au niveau de l'abdomen et du thorax qui me permettent d'examiner tous les fascias et les organes en même temps et qui me permettent de définir un certain nombre de métabolismes organiques. Et ensuite, j'ai tous les tests au niveau du crâne qui me permettent de savoir quelles sont les interactions entre les systèmes sensoriels et les systèmes énergétiques qui ne sont pas, eux, organiques directement, mais qui sont vibratoires, extérieurs au corps physique. Voilà. Donc, si tu veux, pratiquement, c'est un travail qui est nécessaire d'apprendre parce que chaque mouvement d'organogenèse de l'embryon doit être connu parfaitement pour être reconnu dans les mains du thérapeute. D'où mes 27 jours d'apprentissage pour apprendre cette terminologie d'embryocinèse. Une fois que tu connais tout ça, ça devient d'une simplicité enfantine parce que nous ne travaillons pas sur les restrictions de mobilité, mais nous travaillons uniquement sur la vitalité du patient qui va répondre en équilibre à la ligne médiane, à la régulation des métamères qui sont en difficulté dans le métabolisme. Et donc, la finalité de la séance se passe tout simplement après avoir trouvé les points zéro de chacune des focales que nous avons trouvées dans notre examen des 13 tests et comment nous avons restitué au patient la possibilité de retrouver sa vitalité en syntonisant avec la ligne médiane, l'énergie de vitalité qui est en lui et qui se manifeste comme une énergie de santé. Et donc, il n'y a pas besoin de travailler en corrigeant des restrictions de mobilité. Wow, c'est Est-ce une que tu belle. comprends mieux le système? Ah oui, écoute. Et puis, c'est une très belle conclusion. Tu travailles sur la vitalité, tu travailles sur l'essence de la personne, finalement. Tu lui redonnes la possibilité d'exprimer son essence. Exactement. Tout à fait. Super. Merci beaucoup, François. Avec grand plaisir. Un plaisir de te parler aujourd'hui. J'espère qu'on se recroisera bientôt au Québec. Peut-être au prochain symposium 2021, j'espère, pour le gros party du symposium de Montréal pour le 140e. Et puis, c'est toujours un plaisir de voir ta générosité et le partage à travers cette belle profession que nous avons tous. Donc, je te souhaite un beau restant de journée. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci.